Bonjour Claire. Bonjour. Bienvenue dans la matrescence. Merci beaucoup. Alors, je n'ai jamais reçu de linguiste. On n'a jamais parlé de ce sujet. Donc, j'ai énormément de questions parce que je suis très curieuse de comprendre votre univers et toutes les répercussions au final que ça a dans la vie de tout le monde. Parce que tout le monde, à un moment ou un autre, doit écrire quelque chose. Ma première question, c'est est-ce que vous avez toujours été linguiste ? J'ai pas toujours été linguiste. Par contre, je me suis toujours intéressée, depuis que j'ai le début de mon travail, à l'écrit. Moi, j'ai commencé par une licence de lettres, en fait, à la fac. Ensuite, j'ai fait ça s'appelait une maîtrise des sciences et techniques Infocom, à Information et Communication. Je voulais devenir journaliste, justement, ou chargée de communication. Et c'est ça qui a primé. J'étais chargée de communication dans une association qui s'occupait d'outils pédagogiques et notamment de lecture et d'écriture. Et c'est là que mon intérêt pour l'écriture s'est forgé, on va dire. Et l'activité que j'avais là-bas m'a amené à reprendre des études, mais cette fois en sciences du langage, donc en linguistique, à Paris 3, la Sorbonne Nouvelle. Et voilà. Après, c'était parti. Ma carrière, entre guillemets, a bifurqué à ce moment-là et je suis devenue finalement professeur en sciences du langage ou linguistique à Bordeaux, ici. Et c'est quoi, en fait, être linguiste ? Alors, être linguiste, ça peut être plein de choses. Ça peut être comme Claude Agege parlait beaucoup de langues. Je crois qu'il parle 52 langues. Enfin, il le dit en tout cas. Comme je les maîtrise pas, je peux pas le vérifier. Mais donc ça peut être comparer les langues entre elles, etc. Regarder les fonctionnements. Donc ça, c'est une partie importante de la linguistique générale, disons. Aujourd'hui, il y a la linguistique est davantage centrée sur les usages. Alors, il y a une linguistique de l'oral, par exemple, qui s'est développée dans les années 70, quand les moyens d'enregistrer l'oral ont été développés. Des moyens tout bêtes. Aujourd'hui, enregistrer, à l'époque, c'était sur des cassettes, vous vous souvenez ? Enfin, je sais pas, vous êtes trop jeune peut-être pour vous souvenir, mais en tout cas, il y avait des cassettes. Aujourd'hui, on a autre chose, mais c'est vrai que capter l'oral, maintenant, c'est très, très facile. Il y a aujourd'hui plein de logiciels informatiques qui traitent l'oral aussi, qui vont traiter les pauses, mais en termes de microsecondes, enfin, voilà, des choses très, très avancées, quoi, technologiquement. Et puis, il y a la linguistique de l'écrit aussi, dont je suis une des représentantes. Donc, on s'intéresse aux spécificités de la langue quand on l'écrit. C'est-à-dire quelles sont les formes particulières, quelles sont les formes spécifiques à l'écrit, quelles sont les formes d'un discours écrit par rapport à un discours oral, qu'est-ce qui manque à l'écrit et que du coup, par exemple, à l'oral, il y a des gestes, des intonations, etc. Bon, on n'a pas ça à l'écrit. Et du coup, comment est-ce que l'écrit s'y prend pour traduire, entre guillemets, ou transposer ces éléments qui sont donc des éléments un peu hors langue en tout cas, mais qu'on ne peut pas dissocier du langage oral. Et du coup, à l'écrit, ça se passe autrement. Par exemple, la ponctuation, c'est typiquement écrit. Il n'y a pas de ponctuation à l'oral. Il y a des pauses, il y a de l'intonation, mais il n'y a pas de ponctuation. Voilà, des choses comme ça. Est-ce qu'on a une langue difficile à l'écrit ? Oui, je pense. On a une langue difficile. Alors, l'orthographe, elle est connue. L'orthographe française pour être difficile. Il y a deux problèmes. Il y a le problème de l'association des lettres au son, puisqu'elle n'est pas stable en français, alors qu'elle est stable dans la plupart des langues romanes, en roumain, en espagnol, en italien. Il y a une grande stabilité. Je ne dis pas que c'est tout à fait que ça correspond toujours, mais bon, globalement, on sait quand on voit une lettre en italien, on sait comment elle se prononce. En français, pas vraiment. Enfin, les consonnes, par exemple, le C, ça peut se prononcer que, ça peut se prononcer ce, ça peut se prononcer che si c'est suivi d'un H, etc. Bon, voilà. Il y a le S, the, ce, rien du tout si c'est juste une marque de pluriel. Donc, il y a plein de choses qui sont compliquées du point de vue de la correspondance qu'on appelle graphiphonie, donc entre ce qu'on écrit et ce qu'on entend. Et puis, en français, s'ajoute le phénomène de l'homophonie, c'est-à-dire des formes des mots qui se prononcent pareil. Ça peut être des formes verbales, par exemple. Les finales des verbes en « et », il y a au moins 14 manières de les écrire. Si vous prenez la forme chantée, par exemple, il y a E, ER, AIT, AIS, bon, enfin, voilà. Et donc, évidemment, c'est source de confusion. Ça, c'est sûr. Les accords sont souvent pas marqués oralement en français, alors qu'ils sont marqués à l'écrit. Le féminin, chanter E, EE, chanter EES. Donc, tout ça enfin, est complexe, disons. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. Ça obéit à des règles, quand même, qu'il faut du temps pour assimiler. Vous vous êtes intéressé, du coup, dans votre pratique à l'écriture scolaire.
Pourquoi et qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'écriture dans la linguistique classique? Alors, un des intérêts des écrits scolaires, selon moi, c'est que justement, ils sont pas, les scripteurs sont en train d'apprendre à écrire, donc ils ne respectent pas toutes les règles de la langue, ni toutes les normes des discours. C'est-à-dire que les jeunes enfants, même moins jeunes, hein, les collégiens, quand ils écrivent par exemple un récit, il y a un certain nombre, alors orthographiquement, je pense que c'est pas la peine de vous faire un dessin, et puis on va peut-être en parler après, mais voilà, il y a quand même un problème de conformité à l'orthographe, aux règles d'orthographe, et puis même, c'est peut-être le plus important, les règles de composition d'un discours. Comment est-ce qu'on écrit un récit? Tout bêtement, il faut un début, un milieu, une fin, il faut qu'il se passe des choses, a priori. Il faut qu'il y ait... a priori, il faut qu'il y ait un héros ou une héroïne, qu'on la suive du début à la fin, qu'on comprenne ce qui lui arrive. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait une cohérence logique. Il y a plein de paramètres. Là, je prends que le récit, mais sur tous les types de textes, ça peut être pareil. Il y a plein de paramètres à connaître, et ça, c'est vraiment un apprentissage assez long. Du coup, voilà, c'est un problème à l'école. Ce qui est une des choses intéressantes, c'est de voir sur quoi butent les élèves, qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire selon l'âge. Et du coup, qu'est-ce que ça nous dit du système de la langue? Qu'est-ce que ça nous dit de la complexité aussi du système de la langue? Alors, si vous voulez que je prenne un exemple en orthographe, hyper connu, c'est l'accord du participe passé avant le verbe avoir, enfin, avec l'auxiliaire avant l'auxiliaire. Bon, les fleurs que j'ai cueillies, IES, etc. Ça, même les adultes, même les gens qui maîtrisent l'orthographe font des erreurs. Moi, la première. Oui. Je sais. Ouais. Et on fait des erreurs, notamment. Moi, je repère beaucoup d'erreurs dans mes mails, par exemple, parce que les mails, c'est quelque chose qu'on écrit vite, etc. Et des fois, quand je les relis, je me dis, mais en fait, pourtant, je connais les règles. Enfin, je suis censée, j'ai pas une mauvaise orthographe d'habitude, etc. Mais il y a des points de langue qui sont très difficiles. Mais donc ça, évidemment, les élèves tombent dans ça, c'est vraiment des pièges. On peut les appeler des pièges, je pense, parce que en plus, historiquement, on sait que il y a quelques siècles, ça se passait. La règle n'était pas celle-là, c'était plus simple. Bon, après, peut-être que ça va se resimplifier, on ne sait pas. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on en est là. Mais voilà, ils tombent dans ces panneaux-là. Et puis tout simplement, voir qu'est-ce qui est difficile pour eux. Une des difficultés que vont avoir les élèves, c'est d'entrer dans ce mode d'expression particulier qui est l'écrit, qui repose sur le fait que quand j'écris, je suis toute seule face à mon papier ou mon ordinateur. Donc, mon futur lecteur ou ma future lectrice n'est pas là. Et donc, il faut que je prenne en charge pour la personne qui me lira, mais qui n'est pas là pour me donner un retour immédiat, les contenus que je veux lui transmettre. Et ça, à l'oral, c'est pas pareil. Dans la conversation, d'abord, souvent, la conversation à l'oral, elle porte sur des choses qui sont dans l'environnement. Donc, on dit, voilà, mon verre est vide. Enfin, bon, et on sait bien qu'il s'agit du verre que j'ai devant moi. À l'écrit, ça se passe pas comme ça, puisque, évidemment, le moment et le lieu de la lecture n'est pas le même que le moment et le lieu de l'écriture. Et ça pose des difficultés considérables pour les jeunes enfants qui commencent à écrire. Et évidemment, les difficultés sont encore plus grandes quand ils n'ont pas chez eux un environnement qui fait qu'ils ont été en contact avec les spécificités de l'écrit. Un gamin qui n'a jamais entendu une histoire lue, par exemple, ou rarement par des parents, des frères, des sœurs, etc., il n'est pas habitué à ce mode spécifique de description du réel et de récit, finalement. Raconter à l'écrit, c'est pas du tout pareil que raconter à l'oral. Et dans la conversation comme ça, courante, dans la cour de récré, par exemple, les enfants ne racontent pas. Ils donnent des impressions, ils parlent de choses, mais ils prennent pas en charge tout un récit, quoi, un récit complet, toute une narration. Donc, c'est des choses qu'ils savent pas forcément faire. C'est vrai, je vois ma fille qui a 7 ans et demi, des fois, elle va me raconter une histoire, mais ça sort de sa tête comme si... J'ai là, il faut que tu me donnes le contexte. Je ne sais pas de qui tu parles, de où c'était, de quand Exactement. c'était. Et c'est vrai que pour elle, ça paraît... ah bon, t'as pas compris ce que je voulais dire? Dans sa tête, c'était très clair. Donc je comprends ce que vous dites. Au final, il transpose ça à l'écrit. Exactement. Sans avoir eu conscience qu'il faut exposer un contexte pour que ce soit entendable. Absolument. Et ça, c'est une difficulté qu'on retrouve, mais même au collège, voire en début de lycée, quelquefois, des élèves qui pourtant, sont par ailleurs réussissent, qui sont pas des... qui apprennent, qui travaillent, etc., mais qui ont une difficulté dans le passage à l'écrit à prendre en charge justement toute l'information que le prof n'aura pas, ou que le prof va faire semblant de ne pas avoir, parce qu'on sait bien,
le pacte de lecture du prof, c'est je suis là pour contrôler ce que tu sais, donc je fais semblant de rien savoir et je veux que tu m'expliques clairement. En géo, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple sur les fleuves en France. Bon, il faut que l'élève dise tout sur les fleuves en France, des connaissances qu'évidemment le professeur a déjà, mais qui fait semblant de ne pas avoir. C'est le pacte de lecture. Ça aussi, c'est un pacte quand même complexe. Rentrer dans ce système de je sais que le professeur sait, mais je fais comme si je savais pas qu'il sait et comme si je devais lui apprendre quelque chose. C'est vraiment un exercice difficile, on va dire. C'est une interaction humaine particulière. Voilà. Et vous, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à l'écriture scolaire spécifiquement dans votre carrière ? Moi, l'écriture scolaire, c'est venu à cause de mon premier emploi, finalement, à Paris, dans cette association qui donc s'occupait d'outils pédagogiques. Et donc, j'ai été amenée... C'est l'association, elle s'appelle l'AFL, l'Association française pour la lecture, et c'est la première... elle a produit le premier logiciel, à ma connaissance, en tout cas au monde, je crois, qui a enregistré l'écriture, c'est-à-dire un traitement de texte qui ne se contentait pas d'enregistrer les états, le texte quand on lui disait d'enregistrer, mais qui enregistrait tous les événements de l'écriture et qui ensuite permettait qu'on les voit. Il faut imaginer un film, c'est comme si, si j'écris sur mon ordinateur, j'avais une caméra sur l'épaule et qu'ensuite je regardais le film de mon écriture. Tout ce que j'ai écrit, et effacé et remplacé, etc. Tout est visible, quoi. C'est un outil qui avait été fait dans l'espoir d'aider les enseignants en se disant, les enseignants, alors, une des difficultés quand ils évaluent un écrit d'élève, c'est que ils n'ont que l'écrit final, justement, ils ne savent pas ce qui a conduit à cet écrit, donc ils ne peuvent pas appréhender les difficultés au moment où elles se sont produites. Donc, on pensait que en leur donnant le film de l'écriture, ça allait être plus facile pour eux de diagnostiquer le moment où l'élève avait bifurqué, quelles étaient ses difficultés particulières, etc. Bon, l'outil, je pense, n'a pas été poussé on n'a pas permis que les enseignants... On n'a pas facilité l'analyse par les enseignants. Un film d'écriture, ça peut durer longtemps, même pour un élève de CM2, mettons. Moi, j'ai fait ma thèse là-dessus, j'avais des écritures qui duraient entre 40 minutes et 1 heure. Donc, il faut quand même, il faut l'observer, tout ça, le traiter, c'est quand même difficile. Donc, c'est pas quelque chose qui a pu être vraiment diffusé dans les classes, mais c'était quelque chose de très intéressant. Et c'est ça qui m'a conduite finalement à observer. Et donc, moi, je me suis focalisée surtout sur ce que les élèves raturaient, c'est-à-dire quand on voit qu'ils écrivent, je sais pas, 2 ou 3 phrases sans difficulté apparente et voilà, ça coule. Et tout d'un coup, ils s'arrêtent et ils vont en raturer quelque chose et puis après, ils vont reformuler, etc. Et ça, c'est un truc intéressant parce que l'hypothèse est que quand ils raturent, c'est qu'ils s'aperçoivent que quelque chose ne va pas. Et donc, ils vont, si on veut, dans la langue, dans le système de la langue. Si par exemple, j'ai écrit La jolie maison et puis, en fait, je parle d'un prince et d'une princesse et je me dis, bon, maison, c'est un peu, ça va pas trop comme mot, c'est trop courant. Et donc, je vais aller dans la langue, chercher un synonyme de maison, je vais trouver demeure. Je vais le remplacer, par exemple. Bon, ça, c'est un exemple très facile, mais il y a plein d'autres choses plus compliquées. Mais l'idée est de voir à travers les ratures, prendre les ratures non pas comme des signes d'échec, en fait, c'est ça, la base, non pas comme des signes d'échec, mais comme des signes que l'élève, au moins, il a relu, ce qui est bien, parce que quelquefois, quand on voit les écrits que remettent les élèves, on se demande s'ils ont été relus. Donc, l'élève qui a raturé, au moins, il a relu. Et donc, il a exercé une faculté qui est inséparable de l'apprentissage de l'écriture, qui est justement la réflexivité puis la relecture. Quand on écrit, l'écriture, au bout d'un moment, va s'alimenter de ce qu'on a déjà écrit. C'est-à-dire qu'on commence un récit, par exemple, on va choisir un personnage, des lieux, etc. Et du coup, il va falloir que tout le reste soit en cohérence avec ça. Et du coup, on va être obligé de se relire pour tisser le texte, si on veut, comme disait Roland Barthes, qui parlait de tissage du texte. C'est vraiment ça, c'est-à-dire le texte, c'est un texte, c'est pas un tas de mots, c'est pas non plus une suite de mots, c'est quelque chose de cohérent. Il a une unité en lui. Et je pense que c'est un des apprentissages les plus difficiles, franchement. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que je pense qu'on a tous et tous en tête l'image de l'élève qui rature, qui est brouillon, qui a été stigmatisé comme un élève cochon, qui ne prend pas soin de ses affaires. Alors que vous donnez une toute autre analyse et un autre regard. Cet élève-là, en fait, est dans un processus d'apprentissage, de relecture, d'attention, et ça devrait être valorisé.
plutôt que stigmatiser. Oui, absolument. Alors, ça commence. À l'école, je pense que la rature n'est plus stigmatisée comme elle a pu l'être. Bon, moi, j'ai des souvenirs. Bon, je date pas de Mathusalem, mais quand même, j'ai un certain âge. Donc, j'ai des souvenirs d'école où on disait surtout pas de rature. Enfin, c'était voilà. Et puis, il fallait blancoter, il fallait gommer. Enfin, voilà. Donc, la rature était complètement proscrite. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais disons que dans l'idéologie ambiante, la rature est quand même encore pas très bien vue. Ça, c'est certain. Alors que, en effet, moi, je suis convaincue que si on s'intéressait vraiment aux ratures, disons que si on se dit les ratures, c'est la trace d'un questionnement de l'élève, l'idée pourrait être de se demander quelle question il s'est posée, comment il a répondu, bien ou mal, ça, enfin voilà, de manière attendue ou pas, c'est une autre question, mais déjà il s'est questionné, et du coup de lui proposer du coup une leçon, des exercices, une mise au point de connaissances sur cette question qui s'est posée. Parce qu'on sait aussi par ailleurs que quand l'enseignement vient répondre à une question, il est quand même beaucoup plus efficace que quand il arrive comme ça, voilà, comme par hasard, quand l'élève subit des enseignements, il est obligé de se... Enfin, c'est pas du gavage, quoi, l'enseignement et l'apprentissage. Et c'est vrai que ça repose sur une interaction, et du coup, normalement, ça devrait reposer sur des questions que pose l'élève et sur des réponses qu'apporte l'enseignant ou le collectif de la classe. Mais en tout cas, ça devrait reposer sur, en tout cas, une curiosité et du coup, un échange. Et les ratures, ça peut être une trace de ces questions. Voilà pourquoi je pense pédagogiquement que c'est vraiment très intéressant. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre, l'écriture, à propos d'un élève ou une élève? Alors, l'écriture au sens... si on prend le sens de la graphie, enfin la manière de tracer les lettres, par exemple, bon, ça va nous dire... ça peut nous dire si l'élève relève d'un profil qu'on dit a besoin particulier, qui peut être la dyslexie, par exemple. Donc ça, il y en a pas beaucoup, heureusement, de dyslexique, mais ça existe, il y en a dans toutes les classes. Donc ça, c'est un bon moyen. La graphie, c'est un bon moyen de les repérer. Et puis, vous parliez tout à l'heure d'un élève brouillon, couchon, etc. Bon, c'est sûr que la graphie dit aussi quelque chose du soin qui est apporté à la tâche d'écriture. Quelquefois, ça peut être juste moteur. Il y a des élèves qui ne sont pas dyslexiques, mais qui n'arrivent pas bien à tracer les lettres. Donc là, il y a un problème graphomoteur. Bon, mais au-delà de ce côté graphique, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est l'écriture au sens de style, si on veut, ou de composition de texte, d'écrire vraiment de textualité. Et là, ça dit beaucoup sur le rapport que l'élève a construit à l'écrit. Justement, on parlait tout à l'heure de la difficulté à raconter. Un truc tout bête, un épisode, Jojo Lapin va faire ses courses, enfin des choses vraiment qui ont l'air, ou Petit ours brun, va au marché avec sa maman, enfin peu importe. Mais la compétence à raconter, et puis après la compétence à décrire, la compétence à argumenter, tous ces actes de langage là qu'on va devoir faire, qu'on apprend finalement jusqu'à la fin du collège. Ces compétences-là, elles sont quand même très liées aux habitudes qu'on a, au contact qu'on a pu avoir avec des récits, des textes argumentatifs, etc. Et donc, l'écriture dit beaucoup de ça, beaucoup de la relation que l'élève entretient à l'écrit. Et malheureusement, cette relation, elle est quand même assez constituée par le milieu socioculturel. Ça, c'est assez évident. Pourquoi ? Mais parce que l'élève ne passe pas toute sa journée, enfin, c'est 24 heures de journée à l'école. Et donc, évidemment, les parents, l'environnement familial, il n'y a pas que les parents, mais le milieu, les sociologues le savent, le sport qui est choisi, par exemple, les activités périscolaires, les consommations culturelles. Est-ce qu'on emmène l'enfant au cinéma? Est-ce qu'on l'emmène en bibliothèque, dans une librairie? Et si on l'emmène dans une librairie, qu'est-ce qu'on lui montre? Et si on l'emmène, sans parler de librairie, au rayon livres du Leclerc, par exemple, ou de peu importe quelle grande surface, vers quoi on va attirer son attention? Et ça, c'est quand même vraiment déterminant par rapport au canon culturel. Il y a des livres, si on veut, dans la littérature de jeunesse, qui est aujourd'hui une grosse production. Je crois que c'est un des secteurs les plus vivaces de l'édition.
il y a de tout, mais comme dans la littérature, comme dans les rayons littéraires qu'on connaît par ailleurs. Hein, mais si vous voulez, il y a en littérature de jeunesse l'équivalent de la distance entre des romans Harlequin, par exemple. Je ne sais pas trop si ça existe encore, cette collection des romans sentimentaux vraiment qui sont courts, avec des intrigues ultra simples, quasiment toutes faites, qui suivent toujours le même schéma, etc. Et puis des romans, je sais pas moi, de Marguerite Duras ou de Balzac, si on veut, ou de Houellebecq aussi aujourd'hui, qui sont des romans complexes, qui sont, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, mais qui sont vraiment des confrontations à la complexité. Et en littérature de jeunesse, c'est pareil. Et évidemment, les choix des parents sont déterminants. Mmh. Donc la lecture, en fait, c'est ce que vous dites aussi. La Oui. lecture a un énorme impact sur l'écriture. Oui, sur le rapport à l'écrit, Ok. sur la construction du rapport à l'écrit, sur ce que l'élève est capable d'attendre, sur son image de ce que c'est l'écrit, en fait. Parce que c'est en fonction de son image que ce que c'est l'écrit qui va lui-même se mettre à écrire. Au-delà, bien sûr, du jet graphique, de ces choses-là, et au-delà de l'orthographe aussi. Hein. Mais quand on lui demande d'écrire un texte, s'il ne sait pas ce que c'est un texte, ou s'il n'en a qu'une idée très vague, il peut pas le faire. Enfin, je pense qu'on demande aux élèves quelquefois, on les met face à des contradictions et on leur demande des choses qu'ils sont pas capables de comprendre, voire il y a des malentendus. J'ai des collègues sociologues à Paris 8, là, notamment Elisabeth Boutier et Patrick Rayou, qui travaillent sur le malentendu scolaire. Ils disent qu'en fait, dans l'interaction entre un prof et un élève, quelquefois, alors eux, ils imputent ça surtout à des différences culturelles. Il y a sans doute beaucoup de choses, mais ils posent les choses en termes de malentendu. Le prof demande quelque chose, l'élève ne le comprend pas, il répond d'une manière qui n'est pas conforme à ce que le prof pensait. Le prof prend ça pour une provocation ou une agression, quelquefois ça. Et du coup, il renvoie quelque chose de très violent, alors que l'élève, il avait juste pas compris. Ouais, faut pas être angélique non plus, hein. Mais disons que quand on regarde les enfants petits, c'est bien ça. Les enfants petits, quand ils arrivent en maternelle, ils n'ont pas envie de déplaire, ils ont juste envie d'être admis dans la collectivité et de répondre ce que le professeur attend. Mais encore faut-il le comprendre. Aujourd'hui, la place des écrans, elle est immense dans la vie de nous, adultes. Déjà, regardez, nous deux, nous avons un ordinateur et une tablette. Mais aussi des enfants. Ça a quelles conséquences en 2025 sur l'écriture ? Alors, encore une fois, pour moi, il y a deux choses. Il y a le type de consommation qu'on a des écrans, qui est très important. Je ne suis pas psychologue, mais je sais qu'il y a beaucoup d'études, notamment en psychologie, qui travaillent sur le fait que les écrans, suivant encore une fois, le type de consommation que va avoir l'élève ou l'enfant, on va avoir des activités qui sont très addictives. Jeux vidéo, par exemple, mais pas que ça. Hein, mais c'est vrai que c'est quand même... c'est fait pour être addictif, pour que les enfants continuent à jouer, etc. Par ailleurs, les enfants sont sollicités, mais nous, c'est pareil. Hein, quand vous ouvrez Internet, il y a plein de pop-up qui s'ouvrent et tout ça, des fenêtres de partout. On est très sollicité par des informations qu'on n'a pas demandées, mais qui arrivent et qui sont là pour nous inviter à les suivre et à aller ailleurs. Alors, c'est à la fois fabuleux, on a toute la connaissance du monde ouverte, et à la fois, on ne peut pas dire que ça aille dans le sens d'une concentration sur un objet, une concentration longue. Et cette concentration longue, elle est justement demandée par l'écriture, par la lecture aussi, mais par l'écriture. Si on veut écrire un texte, autre chose que 3 mots griffonnés, parce qu'ils ne demandent pas une grande concentration, mais si on veut vraiment écrire et donc produire un objet écrit complexe, il faut prendre le temps de se concentrer dessus, sinon on n'y arrive pas. Et là, je pense qu'au niveau de la concentration, il y a quand même des soucis par rapport à... il me semble que l'usage d'Internet ne la favorise pas, voire en détourne un peu, en proposant comme ça ces contenus qui arrivent tout le temps. On a parlé de ça, par exemple, à propos du zapping, quand la zappeuse, c'est pareil, ça date un peu, mais quand les zappeuses ont été amenées par rapport aux télés, on dit « Ah ouais, les gens vont zapper. » Oui, certes, mais Internet va beaucoup plus vite que nous pour nous faire télécommande. Ah oui. Ça, c'est sûr. Donc ça serait pour les adultes, mais donc pour l'apprentissage des enfants, ça nuit aussi sur leur concentration. Tous les enfants ne sont pas exposés à Internet. J'entends sur les jeux vidéo, sur les dessins animés, mais aller naviguer seul sur Internet, ça ne concerne pas tous les petits.
en tout cas. Non, Qui pas tous les petits qui apprennent juste à écrire, mais plus tard, il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont un portable dès le primaire. Hein. Et donc ça aurait déjà une première incidence sur leur capacité de concentration pour écrire. Oui. Et derrière, est-ce que le fait que vous et moi, j'ai préparé cette interview en l'écrivant sur mon ordinateur. Je ne l'ai pas écrit à la main. Le fait qu'on n'écrive plus à la main aujourd'hui, ça a une conséquence. Et si oui, laquelle ? Alors, au niveau de l'apprentissage, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées, qui sont toutes convergentes, qui montrent que c'est mieux d'apprendre à écrire à la main plutôt qu'au clavier. Au Canada, ils avaient, je connais des études québécoises notamment, ils avaient fait une expérimentation, mais à très grande échelle, sur un apprentissage tapuscrit, en se disant, ce qui était une idée tout à fait qui paraissait logique, en se disant, on va décharger les enfants du geste graphique, qui est coûteux, parce que quand on ne sait pas tracer les lettres, c'est coûteux cognitivement. Et donc, on va les décharger de ça. Et du coup, le fait de taper sur des touches plutôt que tracer eux-mêmes les lettres, ça va leur permettre de produire des textes plus riches parce qu'ils n'auront pas à prendre en charge ça. Sauf que finalement, c'est un peu l'inverse qui se produit. Au niveau de l'apprentissage, quand on regarde comment ils apprennent au final, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on se rend compte que le fait de graphier soi-même, ça joue beaucoup finalement dans l'apprentissage de l'écriture. Parce qu'en fin de compte, déjà quand on écrit à la main, à l'école on dit on écrit en attaché, souvent c'est le... Et bien justement, on trace les lettres et tant que le mot n'est pas fini, le stylo ne quitte pas ou quitte très peu le contact avec la feuille. Éventuellement, on peut mettre le point sur le i ou la barre du T, mais disons qu'en principe, on trace les mots d'un geste, quoi. Et ça permet de consolider chez l'enfant la graphie du mot, y compris son orthographe, l'identité même du mot, parce qu'il l'a écrite d'un trait. Et puis, l'écriture attachée, c'est aussi, quand j'ai fini d'écrire mon mot, je lève mon stylo, je vais plus loin pour écrire un autre mot, et du coup, je sépare les mots. Et ça, c'est un vrai apprentissage. Parce que finalement, c'est l'écrit qui nous apprend la notion de mots. À l'oral, il n'y en a pas. Nous, on le sait parce qu'on est imprégné d'écrit. Mais sinon, un gamin qui apprend à parler, il entend des chaînes de sons, il entre en interaction avec les gens, il apprend à produire des chaînes de sons lui aussi, et puis voilà, il sait parler. Mais la notion de mots, c'est l'écrit qui l'a fait apparaître très clairement. Surtout en français, comment il est difficile, notre langue, de savoir quand s'arrête le mot ou quand commence un autre. Oui, tout à fait. C'est vrai. En fait, on discrimine les mots grâce à l'écriture. Ben oui, c'est ça. Et donc, ces études vraiment sont tout à fait convergentes. Je crois qu'il n'y a pas une exception pour montrer qu'il vaut beaucoup mieux apprendre à écrire à la main, parce que aussi, l'idée, c'est que l'apprentissage, l'apprentissage, c'est global, c'est un peu holistique si on veut. C'est-à-dire, il faut avoir une approche de tout. Et le geste est associé à l'apprentissage dans la tête aussi. Ça encode dans notre cerveau, en fait. C'est ça. Et tout est associé. Et donc, voilà. Non, il semble que ce soit beaucoup plus efficace. Alors après, une fois qu'on sait écrire à la main, on peut, du coup, ou en parallèle, on peut aussi, bien sûr, je pense que aujourd'hui, c'est primordial. Oui, aujourd'hui, moi, j'ai pas de quoi. J'ai encore, je pense, des collègues qui font quelquefois des brouillons à la main, mais c'est des collègues d'un certain âge, on va dire. Et la pratique, oui, non. Les écrivains, certains écrivent encore à la main, écrivent à la main. Mais bon, il y en a aussi qui écrivent complètement au traitement de texte. Je pense que la qualité d'écriture, quand on a affaire à des experts, n'est pas impactée, je ne crois pas, par écrire à la main. C'est dans l'apprentissage chez les enfants. Mais au moment de l'apprentissage, oui, parce que c'est vraiment, encore une fois, le rapport à l'écrit qui s'instaure, et puis la connaissance de l'écrit. Voilà. Donc, oui, ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre les anglo-saxons vont plus écrire en script et pas en attaché. Ouais. Nous, on écrit, les pays latins, on écrit plus en attaché. À quoi c'est dû ? Est-ce que ça change quelque chose ? Pareil, je vais renvoyer à ce genre d'études. C'est sûr que quand on écrit un script, le lien entre les lettres et du coup la notion de mot est sans doute un peu moins présente. Et puis écrire en attaché, c'est aussi il y a une fluidité, quoi, disons, qui est peut-être un peu moins forte dans l'écriture en script.
Mais bon, ça n'empêche pas les petits Anglais d'apprendre très bien à lire hein, donc, et à écrire. Bon. Et là, c'est pareil, hein, ça a été tenté comme en se disant, bon, on donne à lire des imprimés, donc donnant à écrire au début des choses qui ressemblent le plus possible à l'imprimé, et donc les lettres script. Mais finalement, c'est un peu contre-productif. Ah, donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre nos deux cultures, à la base. Oui, alors certains, disons que les cultures plus anglo-saxonnes, en tout cas anglaises, et puis donc canadiennes, je citais cet exemple, on fait ce choix, ouais. Est-ce qu'on peut revenir il y a longtemps avec l'écriture? Ça a changé quoi dans l'histoire du monde, l'arrivée de l'écriture? Est-ce que c'est fondateur? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le cerveau humain de pouvoir écrire? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau humain? Ça, je ne sais pas du tout. J'ai pas d'éléments là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que l'écriture, ça a été utilisé d'abord comme trace. Des traces. Il y a même des gens qui considèrent que certains signes qui sont dans les grottes préhistoriques, donc là, ça remonte. Il n'y a pas d'alphabet ni rien du tout, mais en tout cas, c'est de l'ordre de l'écrit au sens où il semble qu'il y a des comptages, par exemple, sur les bêtes ou des choses comme ça. Et puis, il y a des signes qui sont des signes abstraits aussi, ou alors des positionnements de mains. Il y a une grotte qui s'appelle la grotte des mains dans les Pyrénées, où on voit plein de... Les hommes préhistoriques ont posé leurs mains sur la glaise molle et la trace en est restée. Donc ça, on est à la limite, on est dans quelque chose qui est pas de l'écrit, hein, bien sûr, mais qui est pas non plus tout à fait du dessin figuratif. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est un peu intermédiaire. Pourquoi ces signes? C'est une sorte de signature, si on veut. Et donc, on n'est pas très loin de l'écrit non plus. Mais bon, sur l'écriture, à ma connaissance, c'est en Chine hein, que l'écrit est né. Et puis, dans nos civilisations qui sont plus alphabétiques, c'est les Phéniciens qui ont inventé ça. Moi, je pense que c'est d'abord la trace qui a été marquée, le fait de consigner des choses, le fait d'identifier aussi les tombeaux, les objets des nobles, parce que ça se passait quand même dans une certaine catégorie socio-professionnelle, on va dire. L'écriture n'était pas tellement partagée, mais en tout cas, il y avait cette chose-là. Et alors, il y a un anthropologue qui s'appelait Jacques Goudy, qui a travaillé dans les années 70 sur des populations où l'écriture n'était pas arrivée, et qui a fait toute une étude, pas mal de livres vraiment très intéressants sur le fait que l'écriture serait synonyme d'opérations cognitives qui ne sont pas possibles sans elle. Un truc aussi bête que la liste, par exemple. Quand vous faites une liste, on pourrait croire que la liste, on peut la faire dans sa tête. Et c'est vrai qu'une liste de 5 ou 6 éléments, on peut se la faire dans sa tête. Au-delà, c'est plus compliqué. Et quand on fait une liste, on va, même une liste de courses que chacun peut faire dans sa vie, j'essaye de me souvenir, je me demande ce qu'il me faut, je vais noter farine, etc. Et puis éventuellement, je vais ouvrir le frigo pour voir si il n'y a pas quelque chose auquel j'ai pas pensé. Et puis au bout d'un moment, c'est en relisant ma liste que finalement je vais me dire, la farine, ça va me faire penser au sucre. Ah oui, du sucre, est-ce que j'en ai? Et puis, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a tout sur un écrit qui est aussi peu textualisé que la liste, on a déjà des opérations cognitives qui ne seraient pas arrivées. Qui ne seraient pas arrivées, ou pas de la même manière si on n'avait pas écrit. Voilà, c'est ça l'idée. Et il y a la liste, et puis Goudy parle aussi du tableau à double entrée, qui est un truc très, très usuel ici. Ça, un tableau à double entrée, donc j'ai une lecture verticale et horizontale à la fois, c'est quelque chose qui n'est pas possible à l'oral. Et qui, sans l'écrit, c'est un outil hyper économique pour représenter des données, mais qui peuvent être aussi, je sais pas, dans une classe, ça peut être les noms des enfants qui mangent à la cantine, par exemple, des choses comme ça. C'est pas des choses très, très forcément, très théoriques, c'est pas très abstraite, mais c'est un mode de représentation qui, sans l'écrit, ne pourrait pas exister. Donc, vous voyez, c'est vraiment la conformation de l'esprit. Il semble qu'elle était vraiment très influencée, c'est-à-dire l'outillage qu'on utilise pour tracer sa pensée, il influe beaucoup sur la pensée aussi. Oui, donc en fait, l'écriture déclenche des fonctions qu'on n'aurait pas mises en place sans, et nous a permis de voir le monde un peu différemment, finalement. Oui, absolument, absolument. Et puis ça garde une trace aussi. Et ça garde une trace. C'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, vous en avez des traces pour vous, les chercheurs et chercheuses, parce que vu tout ce qu'on laisse sur Internet... Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Est-ce que l'IA est en train de chambouler tout ça aussi dans la linguistique?
Alors ça, l'IA, ça c'est une grande question. L'IA, je crois qu'on est au début d'une grande révolution pour moi. Enfin, je pense que c'est vraiment... donc clairement, l'IA générative, elle chamboule beaucoup de choses. Hein. Il y a eu des expériences à mener il n'y a pas très longtemps. On a donné à des profs d'université des mémoires, de master. Certains étaient écrits par des étudiants, d'autres par l'IA. Personne ne s'en est rendu compte. Donc, ça pose quand même question. Je crois qu'au niveau de l'apprentissage, pour moi, la grosse question, c'est comment est-ce qu'on va arriver à ne pas à empêcher ou à ne pas faire que l'IA remplace l'humain pour écrire. Parce que finalement, on n'en est pas là quand même, hein, mais disons que si on continue à alimenter l'IA, et on va le faire, dans 10 ans, 15 ans, je pense qu'elle va pouvoir vraiment écrire tous les types de textes, y compris peut-être produire des romans, pourquoi pas, enfin avec des schémas. Je parlais de la collection Harlequin tout à l'heure, qui est québécoise. Les auteurs ont un moule dans lequel ils doivent se couler. Et il faut qu'il y ait une fille pauvre et un gars riche ou l'inverse. Enfin voilà, il y a tout un moule et dans lequel, à l'intérieur duquel ils doivent écrire. Bon, l'IA, elle est capable d'écrire ça. Oui, déjà. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle est déjà capable. C'est ça. Oui, donc dans 10-15 ans, donc, même dans avant, 10-15 ans, on aura... Voilà, ouais. non, mais elle s'imprègne de modèles, etc. Et je pense qu'il y a grand danger à ce que l'IA puisse remplacer l'humain pour écrire, parce que, pour la raison que je disais, c'est en écrivant qu'on pense, finalement. C'est-à-dire que enfin, penser de manière un peu théorique, un peu abstraite, quoi, je veux dire. Et du coup, si on n'écrit plus, à mon sens, on va se priver d'un outil formidable, d'un outil qui aide vraiment à penser. C'est vrai que quand on traverse des phases difficiles, une des recommandations, c'est d'écrire dans un journal pour sortir les pensées qui sont intenses, qui sont répétitives, pour sortir de la rumination. Oui. Parce que le mettre par écrit a vraiment un effet thérapeutique et assez puissant. Et c'est sûr que si on arrête de faire ça, on se prive aussi d'outils pour la santé mentale, finalement. Ah, sans doute, sans doute. Et puis ce qui joue dans ce que vous décrivez, c'est aussi le fait qu'une fois que c'est justement la notion de trace, une fois que les choses ont été posées, on peut les relire. Et on peut prendre du recul avec, et on peut se dire, non, mais en fait, c'était pas ça. Enfin, vous voyez, c'est... Ou se dire, bon, ça va, je suis sortie de oui, ce tout à fait. tumulte. Ou se dire, j'en suis sortie, absolument, absolument. Mais oui, bien sûr. Et moi, je pense qu'un des enjeux de l'école, c'est ça, c'est de faire entrer l'IA. Moi, il se trouve que je viens de déposer un projet de recherche avec une équipe d'intelligence artificielle à Bordelaise, puis aussi des collègues de Nancy, sur utiliser un outil qui est en train d'être conçu par une start-up à Paris, qui est un outil d'aide à l'écriture pour les élèves. C'est un outil qui ne décharge absolument pas les élèves de l'écriture, qui ne décharge pas non plus les profs de savoir ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut exiger, à quoi il faut être attentif, mais qui est une aide en fin de compte, un traitement texte qui outille et qui donne des retours qui ne sont pas inintéressants. Donc voilà, on a déposé un projet là, il n'y a pas longtemps, donc la réponse n'est pas là encore. Non, mais donc vous utilisez l'IA vous aussi dans oui, votre enfin pratique. en tout cas, dans ma pratique, pas tout à fait encore, mais en tout cas, j'ai bien envie de voir si justement on pourrait proposer à l'école des outils qui permettent, au lieu de... Il ne s'agit pas d'écrire à la place des élèves, c'est vraiment tout le contraire, c'est d'aider les élèves à revenir sur leur texte, à exercer les compétences justement dont je parlais tout à l'heure. Écrire, c'est aussi se relire, indissociablement se relire. Et c'est vrai qu'on se demande, enfin, quelquefois, je pense que les élèves ne le font pas trop souvent, mais simplement parce qu'ils ne savent pas bien faire, que les enseignants, sans doute, sont un peu démunis pour leur apprendre comment faire, que la formation des enseignants n'apprend pas vraiment ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout enseigner. Donc voilà, c'est très complexe. Et je pense que là, pour le coup, l'IA peut être intéressante. Le tout, c'est de ne pas tout lui déléguer. L'IA, c'est un assistant. C'est ça. Et une fois qu'on sait ça, on a une des clés, je pense. Mais malheureusement, c'est quand même tentant d'aller sur... je vais prendre un développeur français, Mistral, qui est aussi une IA générative. Bon, si je demande à Mistral si je lui donne, par exemple, je sais pas, 3 ou 4 textes et que je lui dis, fais-moi un résumé en mettant en avant telle et telle chose, il va faire ça dans les secondes qui suivent. Et il le fait assez bien. Et il me semble, mais même pour les chercheurs, je crois qu'il faut être exigeant envers soi aussi et se dire, bon, OK, l'IA est une aide, mais c'est vraiment un assistant. Et après, il faut que moi, je vérifie. Du coup, ça veut dire que pour utiliser l'IA, il faut en savoir plus qu'elle.
Et donc, il faut avoir ces compétences-là Et de du coup, il relecture. faut avoir... Exactement. Exactement. Et si on ne les a pas entraînés à l'école, alors là, je ne sais pas comment on va pouvoir les acquérir. Hein. Mais c'est intéressant pour les professeurs qui nous écoutent là, bien et sûr. qui se demandent quelle place va prendre l'IA, comment faire avec les élèves, de savoir que si on n'a pas le socle et la base, l'IA, on ne pourra pas vraiment l'entraîner à nous aider. C'est ça, puisqu'on ne saura pas quoi lui demander, comment l'utiliser et prendre le recul pour vérifier. Tout à fait, absolument. Absolument. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'on a toujours besoin d'apprendre des choses. Non, mais c'est l'humain le centre. Hein. Il faut pas, je pense que c'est ça qu'il ne faut pas accepter de déplacer, en fait. Oui. Ouais, c'est hyper intéressant. On a beaucoup parlé d'écriture inclusive ces derniers temps dans les médias. Ça fait des débats assez forts. J'utilise personnellement l'écriture inclusive, je trouve que c'est très important. Mais de votre point de vue, est-ce que ça doit être abordé à l'école? Comment on fait? Est-ce que c'est important ou pas pour vous, la linguiste? Bon, moi, je pense que c'est... ce qui est important, c'est que... Il y a eu des enquêtes hein, sur par exemple, sur les femmes. Quand les offres d'emploi, mettons, qui sont rédigées au masculin, il semble que les femmes se sentent moins concernées. Voilà, des choses comme ça. Donc ça, c'est important de prendre ça en compte. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une demande sociale là-dessus et je trouve qu'elle est légitime. Moi, la difficulté qui me paraît dans l'écriture inclusive, c'est les chaînes d'accords, quoi. Le YEL, que moi, je n'utilise pas, mais parce que je ne suis pas de la génération qui l'utilise. Mais c'est simplement, une fois qu'on a commencé avec YEL, comment on va accorder les mots, enfin les participes, par exemple, les adjectifs, d'autant plus, oui, surtout qu'en français, ça se... C'est plus facile dans la langue anglo-saxonne. C'est vrai qu'en anglais, avec le they, bien sûr. on accorde beaucoup plus facilement et ça pose pas les mêmes problématiques. Parce qu'il n'y a pas de marque de genre et de nombre sur les adjectifs, par exemple, en anglais. Nous, c'est vrai que ça pose énormément de soucis. Ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Ça en pose aussi, par exemple, en italien, ils ont essayé de... Les finales en masculin et féminin, en italien, c'est O et A. Et c'est vrai que comme ils accentuent oralement, ils accentuent sur la dernière syllabe, des fois, on n'entend pas bien. Italiana, italiano, italiano, italiana, on peut ne pas... Quand c'est un Italien qui parle, on peut ne pas trop bien l'entendre. Et du coup, ils ont tenté un signe particulier qui serait le signe du non-binaire, quoi, si on veut. Il y a plein de choses, hein, plein de tentatives qui ont été faites. Moi, je pense que ça complexifie quand même sérieusement l'apprentissage de l'orthographe, si on utilise quelque chose que j'utilise moi quelques fois par ailleurs, pas de manière usuelle, mais quelquefois le point médian. C'est sûr que les élèves, ils ont déjà du mal à penser à mettre le E du féminin ou le S du pluriel. Il me semble que ça complexifie. Moi, j'ai pas. Mais de toute façon, c'est interdit à l'école. Hein, depuis, il y a eu un arrêté là en décembre dernier. Je dis un arrêté. Je ne sais pas si c'est un arrêté. Je vais le vérifier. Une recommandation en tout cas. Oui. Une décision de justice de décembre 2024. Le Conseil d'État qui juge. Alors, je vais lire parce que les règles de féminisation en vigueur dans l'enseignement ne sont pas contraires au droit national, au droit européen. Il admet qu'on peut mettre au féminin les noms de métiers, par exemple, ce qui est, à mon avis, le moins qu'on puisse faire. Mais bon, voilà, c'est admis. C'est déjà... Mais par contre, le point médian, il l'exclut. Et puis, par rapport aux chaînes d'accords et tout ça, ils disent que c'est pas opportun. Mais ça suit les injonctions de M. Blanquer, hein, qui était revenu en arrière beaucoup sur les tentatives qui avaient été mises en place par Najat Vallaud-Belkacem, par exemple. Bon, voilà. Il y a un combat idéologique derrière qui est très clair, hein. Mais donc moi je pense qu'on peut à la fois dire aux élèves que les filles sont là aussi, que donc on va leur donner place dans le discours, et au discours oral on peut très bien dire tous et toutes, etc. Enfin, vous voyez, là il y a un effort à faire sans doute. Sur l'apprentissage, il me semble que les chaînes d'accords, on arrive vite à quelque chose qui devient très très compliqué. Je ne sais pas si vous écrivez des textes totalement et longs en écriture inclusive. Je trouve qu'à un moment, ça complique. C'est sûr que c'est une gymnastique mentale et que ça demande un effort et que parfois,
on galère, ça c'est vrai. Ouais. Mais moi, je fais toujours l'effort de dire à toutes et tous. Oui, c'est ça. De toujours genrer, de toujours rajouter le féminin. Chères et chers collègues, moi, je demande. Oui, c'est ça. Auditrices, auditeurs, de toujours avoir les deux versions. Même quand je lis des histoires à mes filles, si on parle d'un pilote d'avion, je parle toujours aussi de la pilote d'avion. Parce que c'est vrai qu'on a grandi. Moi, j'ai grandi avec que le masculin. Non, mais c'est clair. On ne se projette pas. Et c'est vrai que moi, j'ai un souvenir très fort en classe de CM1 de questionner mon institutrice, de dire mais pourquoi le masculin l'emporte toujours quand il y a un homme et 1000 femmes? Et comment c'est possible que je trouve que c'était une injustice énorme, petite. Et c'est vrai qu'en français, en tout cas, puisqu'on a une langue qui fait ces accords-là, ça m'agaçait de voir qu'on mettait toujours l'homme, le masculin en avant. Et c'est vrai que parfois, j'ai la sensation qu'on a une langue sexiste dans son application, en tout cas. Mais en fait, c'est pas... la règle dans la langue, c'est pas que le masculin est mieux que le féminin. C'est qu'il faut une convention pour... oui, mais comme par hasard, c'est le masculin. Comme par hasard, je suis d'accord, c'est le masculin. Bien sûr, non, mais j'entends tout à fait, mais du coup... Mais voilà, c'est juste que c'est pas la langue qui est idéologique. Enfin, c'est le système de la langue, il est... évidemment, on l'a fait, hein, bien sûr, mais sur des millénaires. Enfin, je sais pas, je peux pas situer dans le temps, mais voilà, il s'est forgé. Et c'est vrai qu'il s'est forgé au sein d'un système où, évidemment, la domination masculine s'exerçait. Encore plus qu'elle ne continue à s'exercer maintenant, parce qu'elle continue quand même à s'exercer, il faut le reconnaître. Donc oui, ça c'est sûr, la langue sans doute porte cette trace. Est-ce qu'il y a des langues qui privilégient le féminin pour exprimer le pluriel? Je ne sais pas. J'en connais pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais moi j'en connais pas en tout cas. Donc je pense que la norme, les langues romanes en tout cas, toutes les langues romanes, c'est la forme masculine hein, qui dit le pluriel. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais les mots ont un poids et ont une résonance dans nos constructions. Oui. Elles sont très importantes, donc dans ce qu'on choisit, ça a une répercussion, c'est pas anodin au final. Non, c'est pas anodin du tout. C'est pas anodin du tout. Mais c'est vrai que ce que vous dites, moi je suis très sensible par exemple au nom de métier. C'est vrai que le pilote, la pilote, on est plus habitué à voir le pilote. Et après, il y a des collocations, ce qu'on appelle des collocations, c'est-à-dire la proximité des mots très fréquente. C'est sûr que la pilote, c'est pas une collocation. Le pilote, oui. Enfin, dans le discours, hein, je veux dire, hein, évidemment, les pilotes sont a priori des hommes. Et c'est vrai que c'est coûteux de dire la pilote. Ben oui, moi, c'est un exercice qu'on ne le dit jamais. Non, mais c'est ça, c'est l'effet des collocations et de la fréquence en fait. Parce que c'est ça, c'est pour ça, enfin, pour revenir à ce que je disais sur l'écriture tout à l'heure et sur la fréquentation des livres, en fait, c'est la fréquentation et la fréquence de contact avec des formulations, par exemple, qui fait qu'au bout d'un moment, on n'y pense même pas comme des formulations savantes. C'est les nôtres parce qu'on les lit tout le temps, on les écrit aussi, et voilà, du coup, on est en connivence, en fait. La notion de connivence, elle est très importante. Et c'est vrai que bon, la littérature classique, par exemple, c'est sûr que les rôles des hommes sont quand même... mais c'est genré, c'est représentatif de la société. C'est ça, absolument. La littérature reflète aussi une certaine... Ouais. Alors, pour terminer cet entretien, vous avez mis en place un corpus de copies d'élèves qui s'appelle Écriscole. Oui, c'est ça. C'est dur à dire. Pour évaluer et donc documenter l'état des compétences des enfants au niveau de l'écriture. Est-ce que vous pouvez nous donner les résultats qui sont ressortis de cette étude? Pourquoi est-ce que vous êtes allé chercher ces données-là? Alors, on est allé chercher ces données-là pour pouvoir objectiver, en fait, les compétences des enfants à l'écrit qui étaient très mal connues. C'est-à-dire que les programmes scolaires prévoient de traiter différents points de langue. Par exemple, si je prends la langue, la grammaire, voilà, par exemple, la phrase simple d'abord, la phrase complexe après, des choses comme ça. Ils prévoient ça. Mais finalement, disons que ça devrait, en principe, avec toujours l'idée que l'enseignement, quand il répond à des questions des élèves, il est plus efficace que quand il n'y répond pas, on se dit, la progression de l'enseignement pourrait être calquée, ou en tout cas pourrait être inspirée par les performances des élèves. C'est-à-dire, si on se dit, on va d'abord traiter de la phrase simple et après de la phrase complexe, est-ce que ça signifie ou est-ce que ça repose sur l'idée que les élèves ne produisent pas de phrases complexes au départ et que ça va venir après? Bon, voilà, c'est des choses comme ça qui faisaient qu'on voulait... Et c'est vrai que ces performances des élèves, on les connaît très mal. C'est très bizarre, hein, parce que les corpus d'écrits scolaires, il y en a beaucoup en anglais, il y en a aussi en allemand, et puis en français, il y en avait très peu. Il y a Écriscole, il y en a quelques-uns d'autres maintenant, mais il y en avait quand même très, très peu. Donc voilà, c'était pour pallier ce manque et pour se demander si, du coup...
on pouvait éventuellement impacter après les programmes scolaires. Bon, disons ce qu'on a constaté sur l'orthographe, c'est ce qu'ont constaté beaucoup de gens aussi, c'est-à-dire qu'il y a une baisse. Je crois que là, elle est indéniable. Il y a une même dictée qui a été faite depuis 87 jusqu'à maintenant. Et alors, je vais donner des chiffres un peu écrasants, mais disons qu'il y a 80% de plus d'erreurs aujourd'hui qu'en 87. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas doublé le nombre d'erreurs, hein, mais enfin, quand même, voilà, sur la même dictée. Bon, c'est questionnant, ça, c'est sûr. Et puis, si on remonte à 1920, puisqu'il y a d'autres corpus, d'autres textes, on a le même effet, hein, sur le long terme. Disons que c'est sûr que je pense qu'on attache aujourd'hui peut-être moins d'importance à l'orthographe, ou en tout cas, elle n'est plus la seule chose qui est enseignée. Parce que jusqu'aux années 70, vraiment l'orthographe, c'était le pivot de l'enseignement de l'écrit. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Et donc, on enseigne plein de choses, et sans doute que l'attention à l'orthographe est moindre. Je ne sais pas s'il faut le regretter, peut-être un peu, mais bon, on a aussi des outils, on a des correcteurs orthographiques pour... Donc, voilà. Et puis, on a aussi le fait que l'orthographe, il y a eu des tentatives de réforme. La dernière d'ampleur, c'était en 1990. Un groupe de linguistes, dont Nina Katash, qui est une figure importante, avait proposé une réforme de l'orthographe ce sont des linguistes, hein, donc ils avaient fait ça en cohérence avec le système de la langue, en se disant, bon, il y a plein d'anomalies qui sont liées au fait qu'on a rajouté des... En fait, au XVIe siècle, il y a eu un mouvement idéologique et puis d'écrivains. Ils ont voulu rattacher le français au latin et au grec, qui étaient les langues qui étaient les langues prestigieuses. Et donc, ils ont récupéré des mots du latin qu'ils ont amenés et du grec qu'ils ont amenés en français. Ces mots ont été transposés un peu tels quels, et du coup, ils n'avaient pas subi l'évolution de la langue française, de siècles et de siècles d'évolution de la langue française. Et du coup, c'est vrai que l'orthographe française est quand même très, très, très complexe. Très, très complexe. Et donc, voilà, ce genre de choses, on pourrait revenir dessus. Ça serait pas... le péage de nénuphar, par exemple, on sait que c'est un ornement qui a été mis, je ne sais plus quand, au 18e, alors que ça s'écrivait avec un F. Bon, des choses comme ça qui sont tellement simples, ça a été un blocage incroyable. Les gens sont hyper attachés à l'orthographe, quoi, dans toute sa complexité et voire sa complication. Et ça, voilà, donc on sait, avec ce corpus, mais on l'avait appris par ailleurs, on sait que l'orthographe est quand même un gros problème. On sait aussi, ce qu'on a amené de nouveau sur l'orthographe, c'est que les étudiants de licence, là, aujourd'hui, sur les finales en « et » des verbes dont je parlais tout à l'heure, où il y a beaucoup d'homophonie, beaucoup de formes qui s'écrivent pas pareil, mais qui se prononcent pareil, en licence, on a encore 30% d'erreurs sur les finales en « et ». Ah oui, c'est énorme. ER, AIT. ER, AIT, et EES, AIENT. Enfin bon, il y a une variété. Je crois qu'il y a 14 formes en concurrence. Alors évidemment, elles ne sont pas mises par hasard, hein, c'est des graphies de la grammaire. Mais il y a des erreurs, 30% d'erreurs. Alors on peut se dire les étudiants de licence sont nuls en orthographe, mais je pense que la réponse, elle est ailleurs. Elle est que le système est quand même particulièrement complexe. Et donc, voilà. Donc, ça amène, c'est ça, à travailler sur les écrits scolaires, ça amène aussi à reconsidérer le système, à se dire, bon, il ne s'agit pas moi, je ne veux pas bouleverser tout, mais disons que soit on simplifie le système en se disant, peut-être que qu'il y a plus de gens qui vont y arriver, soit on ne le simplifie pas, mais on se dit, c'est normal de ne pas y arriver. Et donc, il y a une tolérance. Mais je crois que là, il faut, pour moi, la réponse est plutôt la tolérance. Comme sur les accords, on a parlé de l'écriture inclusive. Moi, je suis assez partisane des accords de proximité. Parce que quand on dit, je ne sais pas, les chemins et les rues sont droites, enfin, on a tendance à dire les chemins et les rues sont droites, parce qu'il y a une proximité entre rue et droite. Et or, la règle, justement, droit. Normalement, c'est droit. Bon. Et on sait que cet accord de proximité, il marchait très bien jusqu'au 19e. Il était usuel. Enfin, disons qu'il y avait une tolérance, on pouvait l'employer. Voilà, ce genre de choses, je crois qu'il faudrait accepter d'être un peu souple. On a du mal en France. On a du mal en France. Ah oui, c'est clair. Et donc, vous dites le niveau il a baissé. On a une langue sur l'orthographe. Sur l'orthographe, on a une langue très complexe. Est-ce que vos recommandations suite à ces corpus ont été prises en compte? Est-ce qu'il y a des choses qui changent ou vraiment là, on n'est pas assez souple? Alors, disons que si on regarde, nous, on a terminé le projet en 2022.
C'est en 2022 que Jean-Michel Blanquer a édicté après ses positions contre l'écriture inclusive et tout ça. Donc là, non, je pense qu'on n'a pas tenu compte. Écouté. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, ce qui prime, je pense que là, c'est de l'idéologie, enfin, plus que, franchement. Mais on a montré quand même. Alors, bon, l'orthographe, là, il y a une chute depuis 87, ça, beaucoup d'études l'ont montré. Mais par contre, plus les élèves avancent en âge et dans les niveaux, plus l'orthographe est meilleure quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas, l'orthographe ne décroît pas chez un même élève. On n'a pas de perte du savoir orthographié chez un élève. Hein. C'est globalement. C'est juste le niveau global. C'est le niveau global, c'est-à-dire voilà, si on compare aux années, 87. aux années antérieures, voilà, c'est ça. Mais sinon, il y a une. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les élèves savaient écrire des récits, par exemple. On les a mis, on les a confrontés à une consigne assez compliquée, employer 3 phrases qui dans un récit, faire un récit avec 3 phrases qui posent des difficultés, qui ont été choisies pour poser des difficultés, ils s'en tirent pas mal que ça. Souvent, on a l'impression quand même que sur la production de textes, il y a des savoir-faire qui sont en place assez tôt. Bon, évidemment, ça va dépendre. C'est quand même très corrélé aux zones dans lesquelles ont été recueillis les écrits, etc. Et moi, je crois que ce qu'il faut retenir sur l'écrit, c'est que c'est très impacté quand même par l'origine sociale des élèves, on va dire rapidement. Mais ce qui est le point positif, c'est que la didactique peut beaucoup, l'enseignement peut beaucoup. C'est-à-dire qu'on sait aussi que quand les enseignants mettent en place des séances d'écriture, quand on fait écrire les élèves, quand on accompagne l'écriture, quand on les fait revenir sur leurs écrits, quand on fait des leçons de grammaire qui sont en rapport avec les problèmes qui se sont posés dans leurs écrits, ils apprennent. Ils arrivent à apprendre vraiment de manière tout à fait intéressante, et y compris dans des zones qui ne sont pas du tout favorisées. Hein. Moi, je discutais hier avec une enseignante qui est sur la rive droite, là, dans des zones en REP, un réseau d'éducation prioritaire assez difficile. Et elle insiste sur certains éléments de l'écriture et elle voit des progrès de ses élèves. C'est-à-dire que c'est vraiment... on peut y arriver. Mais le tout, c'est d'y consacrer beaucoup de temps. Je crois que tous les rapports montrent, il y a eu un rapport de l'inspection en 2023 sur l'écriture en maternelle et au cycle 2, donc jusqu'au CE2, montrant qu'il y a très très peu de sollicitations sur l'écriture des élèves. Alors c'est un rapport massif, hein, donc ça ne veut pas dire que chaque enseignant ne sollicite pas, mais ça veut dire que globalement quand même les élèves ne sont pas assez sollicités pour la production d'écrits. Ça c'est une certitude. Et la production vraiment de vrais écrits, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de leur faire recopier une ligne de mots, c'est pas ça à écrire. Enfin c'est aussi ça, mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment de produire des textes. Et ils sont tout à fait capables, quand on leur demande à des enfants de CP de produire un texte, pour peu qu'on donne une situation qui les intéresse, ils sont tout à fait capables de produire un texte. Alors évidemment, qui ne répond pas aux normes qu'on a en tête, hein, ça c'est sûr. Mais ils sont quand même capables d'écrire un texte de 5 à 10 lignes, et y compris dans des secteurs pas favorisés. Donc vraiment, il y a un effort, je crois, sur l'écriture, un effort de faire produire. Et dans ce projet, on a regardé aussi comment les enseignants corrigeaient. On a vu qu'ils corrigeaient surtout la langue et surtout l'orthographe dans la langue. Et très peu, ils donnent des indications sur la cohérence des textes, par exemple, mais elles sont quand même très globales. Et je pense qu'il y a un défaut de la formation. Je pense qu'on ne leur apprend pas à corriger des copies, c'est quelque chose qui n'est pas appris. Ni pour le premier degré, ni pour le second degré. Les profs de français le disent aussi. On n'a pas appris à corriger des copies. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas appris ? On fait ce qu'on a connu quand on était petit. Et ce qu'on a connu quand on était petit, c'était une correction massivement centrée sur l'orthographe, avec des choses comme le texte n'est pas cohérent, on ne comprend pas ce que devient le personnage. Bon, une fois qu'on a dit ça à l'élève, c'est pas très outillant quand même pour faire mieux la prochaine fois. Donc là, je crois qu'il y a un gros effort à faire dans la formation des enseignants. Ça, pour moi, c'est un point nodal vraiment très important. Écrire davantage, sans doute accepter, parce que corriger les copies, c'est long. Donc, il faut aussi accepter que quelquefois, les copies ne soient pas corrigées. Voilà, on a fait écrire les élèves, on les fait relire, on ménage des situations qui vont les faire relire. Éventuellement, on fait relire aux copains, on échange les copies, etc. Et puis, si l'enseignant n'a pas le temps de tout corriger, tant pis, mais au moins, les élèves auront écrit, ils auront lu le texte de leurs copains. Et puis, il y a différentes manières. On n'est pas obligé de tout corriger tout le temps à fond, quoi.
Mais ça je crois que la correction de copie est vraiment un geste professionnel qui aujourd'hui mérite d'être travaillé et enseigné. Parce que ça aurait un impact, du coup, sur l'apprentissage de l'élève. Oui, parce qu'on voit bien que les élèves, je crois qu'ils sont à la fois très demandeurs de retour et à la fois, on sait bien que quand l'enseignant corrige lui-même l'orthographe, par exemple, l'élève il va recopier, parce que souvent, à l'école primaire, c'est souvent comme ça, l'élève fait un premier jet, l'enseignant donne des retours dessus, et puis ensuite, l'élève fait un texte définitif, on va dire. Bon, si l'enseignant a corrigé les erreurs d'orthographe, l'élève va corriger les bonnes formes, va recopier les bonnes formes. Sauf qu'il n'aura rien appris. Parce qu'il aura juste corrigé, il aura juste recopié quelque chose qu'on l'a dit. Bon, donc l'apprentissage est quand même proche du zéro. Il n'est pas très grand, en tout cas, on va dire. Et alors, si on n'apprend pas, nous, moi je me mets dans le lot des personnes qui ne savent pas trop bien faire encore, mais si on n'arrive pas à enseigner comment corriger une production d'écrit, corriger une production d'écrit, ça commence par la lire. Et il y a aussi un paradoxe ou une tension chez les enseignants qui reçoivent des écrits qui sont souvent, il faut quand même le reconnaître, peu normés, peu conformes à ce qu'on attend, et qui sont envahis par si je vous donne un texte plein d'erreurs d'orthographe, ça va vous empêcher de le lire vraiment, de le comprendre. Il faut faire un effort pour comprendre un texte qui est orthographiquement très, très malhabile, quoi. Et cet effort, on peut le faire, on le fait sur 1, 2, 3 textes. Quand on a 25 textes, ça devient quand même assez pesant. Et puis, du coup, on n'a pas envie de retenter l'expérience tout le temps. Et donc, du coup, c'est ça. Je crois qu'on n'a pas... il faut apprendre à vraiment lire de manière coopérative. Quand vous lisez un roman, l'écrivain ne vous dit pas tout. Même des écrivains comme Flaubert ou Balzac ou Stendhal, il ne dit pas tout. C'est vous qui, dans votre lecture, allez imaginer... je sais pas, c'est Stendhal, la Sainte-Séverina ou Fabrice qui à Waterloo. Enfin bon, voilà, des choses. Ou chez Flaubert, Madame Bovary, on l'imagine, Madame Bovary. Et on coopère avec le texte. Et il faudrait aussi coopérer avec les textes d'élèves, parce que le texte ne se suffit pas à lui-même. C'est le lecteur qui le fait vivre. Et moi, je crois qu'un des problèmes, c'est que les textes d'élèves n'ont pas beaucoup de lecteurs, parce qu'il faut dire qu'ils ne nous aident pas beaucoup à avoir envie de les lire, pour le dire rapidement. Mais il faut s'efforcer, quand on est enseignant, il faut s'efforcer de coopérer avec le texte, d'essayer de comprendre les intentions de l'élève et de se dire, voilà, là, dans ce texte, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais ça et ça, c'est bien. Et donc, je vais te guider, tu vas essayer de reprendre ce qui est bien, et tu vas essayer de le poursuivre, de l'améliorer, de le creuser, pour arriver à quelque chose qui à la fois sera un texte plus recevable, parce que c'est quand même, la mission de l'école, c'est quand même d'enseigner des normes aussi, des standards, et puis aussi quelque chose qui te correspondra. Et ça, c'est important sur la créativité en écriture. Il faudrait partir des tentatives des élèves, essayer de les comprendre et leur dire, voilà, là, il y a quelque chose d'intéressant. Tout le reste, il y a autour, il y a des choses qu'il faudrait remanier, mais ça, c'est intéressant, creuse-le. Ça, je crois que si on arrivait à ça, ça serait très bien. Et je crois qu'il y a peut-être, pourrait être un partenaire. Parce que moi, j'ai un peu la sensation qu'en France, en tout cas, ça c'est mon expérience, mais on nous fait plus rentrer dans un moule que de nous autoriser à être créatifs. Pour avoir vécu aux États-Unis où c'était l'inverse, vraiment on nous encourageait dans notre créativité personnelle, j'avais été assez interloquée de la différence avec la France où on m'essayait je devais recopier, être comme le prof en fait. Oui. Aux États-Unis, il y a des cours d'écriture créative à l'université. Vous le savez. Ou même moi, je suis au lycée. Oui, ou même au lycée, oui, bien sûr. Mais même à l'université, je veux dire, c'est l'écriture, c'est aussi l'écriture créative. Et nous, en France, on n'est pas comme ça. Non, on n'est pas trop comme ça. Enfin, pas généralement comme ça. On n'encourage pas assez l'individu dans sa spécificité. À l'école primaire, il y a des tendances. Freinet a fait ça, par exemple. Célestin Freinet, c'était ça. C'était écrire si on a envie, quand on a envie, comme on a envie. Enfin, je le dis rapidement, mais... Et petit à petit, et puis comme les textes devaient être publiés dans le journal, le fameux journal de l'école, il y avait un enjeu, il y avait... Bon, mais c'est assez... la pédagogie Freinet, donc d'abord, elle demande sans doute à être actualisée. Enfin, il y a des choses peut-être qui demanderaient à être refaites. Et puis surtout, il y a très peu de... Elle n'est pas enseignée, ou très peu dans les ISP. Ils ne sont pas formés. Non. Donc, c'est les mouvements pédagogiques, oui, on fait des tentatives... Montessori, dont on parle beaucoup, alors c'est l'école privée.
Donc, ça, c'est quand même un certain public souvent et tout ça aussi. Mais puis encore une fois, le problème des innovations pédagogiques, c'est que souvent, ça donne très bien quand c'est dans un petit groupe, enfin voilà, avec le promoteur ou un petit groupe d'enseignants qui adhèrent, etc. Et au moment de la généralisation, c'est plus complexe. C'est là que c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, hein, bien sûr, hein, mais souvent, au moment de la généralisation, on voit que les gens retiennent finalement des choses de surface et que le fond ne change pas. Et si le fond ne change pas, eh ben voilà, il y a peu de chances que l'évolution soit pérenne, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, Claire. Eh bien, écoutez, avec plaisir. C'était passionnant. Tant mieux. On est quand même dans une société basée sur l'écrit. Oui, tout à fait. Donc, c'est important. Ouais. Et ça révèle beaucoup de choses, au final, la langue. Oui. Et merci de nous avoir transmis toutes ces connaissances. J'étais ravie de vous recevoir. Merci à vous de m'avoir invitée. Moi aussi, j'étais très contente de participer à ce débat. Merci.